Les gens sous-estiment toujours les cheveux argentés. J'ai vu cela se produire pendant toute ma carrière. La légère pause avant une poignée de main. Le réajustement presque imperceptible dans les yeux de quelqu'un lorsqu'il réalise que je ne suis pas la secrétaire. Ni l'épouse. Ni la grand-mère qui s'est égarée dans la mauvaise salle de réunion. Je suis Dorothy Hargrove, âgée de 68 ans, ancienne fondatrice et associée directrice de Hargrove Consulting Group, l'une des firmes de conseil juridique les plus influentes que cet État ait jamais vues. J'ai siégé en face de gouverneurs, de juges fédéraux et d'hommes qui croyaient, sincèrement croyaient, que leur argent les rendait intouchables. Aucun d'entre eux ne l'était. J'ai pris ma retraite il y a 3 ans, délibérément, selon mes propres termes. Un mardi matin d'octobre, alors que le temps était parfait et que l'offre sur la table était obscène, j'ai vendu ma part de la firme, acheté une propriété à la campagne de 12 acres avec une cuisine plus grande que mon premier appartement. Et décidé que mon deuxième acte m'appartiendrait entièrement. Je ne me cachais pas. Je me reposais. Il y a une différence. Et je savais avec le même instinct qui m'avait servi pendant 4 décennies dans des pièces remplies de gens vifs que je saurais quand le repos serait terminé. Je ne m'attendais juste pas à ce que cela se termine à 2 heures du matin. Mon téléphone ne sonne pas à 7 heures. Je m'en suis assuré. Un seul numéro sonne inconditionnellement après minuit. Ma fille Vanessa. Ainsi, lorsque l'écran a illuminé le plafond de ma chambre et que son nom est apparu, j'étais déjà assise avant la deuxième vibration. J'ai répondu. Ce qui est passé par le téléphone n'était pas une voix. C'était quelque chose de plus brut que cela. Le son que fait une personne lorsqu'elle a gardé quelque chose de terrible en elle si longtemps que lorsque cela éclate enfin, cela ne sort pas en mots. Cela sort sous forme de respiration. Une respiration brisée, humide, désespérée. Maman, un mot. Et je savais déjà que ce n'était pas une petite chose. Vanessa, où es-tu? Le poste de police. Un halètement, un sanglot ravalé. Marcus, il. Maman, je n'y arrive pas. Vanessa. Ma voix était calme, ferme. La voix que j'utilisais quand j'avais besoin que quelqu'un revienne à lui. J'ai besoin que tu respires une fois, puis que tu me dises exactement où tu es, m'a-t-elle dit. 4e district, centre-ville. Son avocat est déjà là, a-t-elle murmuré. Il est arrivé avant l'ambulance, et ils disent que je suis, maman. Ils disent que je suis instable, que je suis tombé, que j'ai eu des épisodes. J'étais déjà sorti du lit. Ne dis plus un mot à personne, ai-je dit calmement, en cherchant mon blazer dans l'obscurité. Ni aux officiers, ni à l'avocat, pas même un oui ou un non. Tu leur dis que tu attends un conseiller juridique. Peux-tu faire cela? Une pause, puis, d'une voix plus faible, oui. Bien. Je serai là dans 40 minutes. J'ai raccroché. Je me suis tenu devant mon miroir pendant exactement 12 secondes. Non par vanité, mais par habitude. Une leçon que j'ai apprise à 32 ans lors d'une déposition qui a failli mal tourner. La première chose que les gens lisent lorsque vous entrez dans une pièce, c'est si vous pensez y avoir votre place. La posture. L'immobilité. L'absence d'excuses. J'ai attaché ma Rolex, lissé mon col. Marcus Delroy avait commis une erreur très spécifique, le genre d'erreur que les hommes comme lui commettent toujours. Il planifie pour la femme que vous semblez être. Il ne planifie jamais pour la femme que vous êtes réellement. Il avait passé des mois, apprendrai-je plus tard, à construire sa version des événements, son avocat, son récit, son filet de sécurité. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était mon entrée par cette porte et tout ce qui allait suivre. Le trajet jusqu'au 4e district prend 38 minutes à 7 heures. Je le sais parce que je l'ai déjà fait, non pour des raisons personnelles, mais professionnelles. 2 fois, il y a des années, j'ai consulté sur les protocoles de réforme pour ce district exact. Je connais la disposition des lieux. Je sais où ils gardent les salles de détention. Je sais que le bureau du superviseur de nuit est situé à gauche de l'entrée principale et que la lumière fluorescente au-dessus du 2e couloir a scintillé depuis au moins 2019 parce que personne ayant une autorité budgétaire n'a jamais pris la peine de la réparer. Les détails comptent. Ils ont toujours compté. J'ai construit ma carrière sur les détails. J'ai fondé Hargrove Consulting Group à 31 ans avec un bureau emprunté,
un photocopieur usagé et la réputation que j'avais passé 6 ans à construire en tant qu'associé junior dans une firme où les femmes étaient encore censées prendre des notes et sourire. Je ne prenais pas de notes. Je posais des questions qui mettaient les associés principaux mal à l'aise. J'ai rédigé des mémoires que 3 juges fédéraux différents ont cités dans leurs décisions sur une période de 5 ans. Lorsque je suis parti pour créer ma propre firme, 2 de ces associés m'ont dit que je faisais une erreur. À 40 ans, j'avais 12 employés, 3 contrats gouvernementaux et un bureau au 14e étage d'un immeuble dont je posséderais plus tard la moitié. À 50 ans, la firme comptait 47 consultants et une liste de clients qui se lisait comme un indice Forbes. Nous ne faisions pas de publicité. Nous n'en avions pas besoin. Dans certains cercles, mon nom circulait dans les pièces avant même que j'y entre. Je ne vous dis pas cela pour vous impressionner. Je vous dis cela parce que ce qui est arrivé à Vanessa, ce que Marcus avait passé des mois à construire, dépendait entièrement d'une seule hypothèse, que j'étais juste sa mère, une femme âgée aux cheveux argentés et propriétaire d'une propriété à la campagne qui pouvait être gérée. Retardée et finalement rejetée. Il avait fait ses recherches sur la mauvaise version de moi. Vanessa avait 22 ans lorsqu'elle a ramené Marcus à la maison pour la première fois. Il était beau de la manière dont certains hommes sont beaux, symétriquement, délibérément, comme quelque chose d'assemblé pour être regardé. Il avait une poignée de main ferme, parlait en phrases complètes et riait au bon moment. J'ai remarqué, comme je remarque tout, qu'il ajustait légèrement sa personnalité, selon qui était dans la pièce, plus chaleureux avec moi, plus froid avec ses amis, charmant avec les étrangers, et subtilement impatient quand personne ne le regardait être charmant. Je n'ai rien dit. Vanessa était adulte. Elle avait l'indépendance de sa mère et l'entêtement de son père. Son père, Richard, était décédé 8 ans plus tôt. Et la dernière chose dont elle avait besoin était que je transforme chaque dîner de famille en déposition. Alors, j'ai observé et j'ai attendu et j'ai espéré me tromper. Je ne me suis pas trompé. Au fil des ans, de petites choses se sont accumulées. Vanessa appelant moins. Vanessa s'excusant pour Marcus de cette manière prudente que les gens adoptent lorsqu'ils ont appris à anticiper le comportement de quelqu'un d'autre. Des visites annulées avec des explications qui ne collaient pas tout à fait. Un Noël il y a 3 ans où je l'ai vu la corriger devant tout le monde, avec désinvolture, précisément comme on corrige un enfant, et elle a rapetissé d'une manière qui a tranquillement brisé quelque chose en moi. Je l'ai abordée une fois doucement après les fêtes. Maman. Sa voix était gentille mais ferme. Je sais que tu as de bonnes intentions, mais c'est ma vie. J'ai respecté cela parce que je sais ce que cela coûte à une femme de demander à sa mère de prendre du recul. Et je sais ce que cela coûte de voir cette demande ignorée. J'avais passé ma vie à lire des pièces. Et j'ai lu cette pièce clairement. Elle avait besoin que je lui fasse confiance. Alors, je l'ai fait. Ce que je n'ai pas fait, et c'est important, c'est d'arrêter de faire attention. Je ne suis pas une femme qui panique. La panique est un luxe auquel j'ai renoncé quelque part autour de la 3e année de la direction de la firme lorsque j'ai appris que la chose la plus dangereuse que l'on puisse faire en période de crise est de réagir avant de réfléchir. Donc, alors que je conduisais dans les rues vides en direction du 4e district, je ne paniquais pas. Je cataloguais. Je pensais à l'avocat parce que le fait que Marcus est un avocat présent avant l'arrivée de l'ambulance me disait quelque chose de précis. Cela me disait que ce n'était pas un acte impulsif qui avait dérapé. Cela me disait que quelqu'un avait un plan pour l'après. Je pensais au mot instable. À quel point ce mot est spécifiquement utile. Pas violent, pas dangereux, instable. Un mot conçu non pas pour accuser, mais pour recadrer. Pour faire en sorte que tout ce qui suit, la blessure, la peur, l'appel à sa mère à 2 heures du matin, ressemble à des symptômes d'une condition plutôt qu'à la preuve d'un crime. Quiconque a briefé l'avocat de Marcus avait déjà fait cela. J'ai légèrement appuyé sur l'accélérateur. Je pensais aussi à Vanessa elle-même, à la façon dont elle avait dit que son avocat était arrivé avant l'ambulance, non pas avec surprise, mais avec épuisement. L'épuisement de quelqu'un qui savait déjà à un certain niveau comment fonctionnait le système dans le monde de cet homme, qu'il avait probablement vu fonctionner de cette manière auparavant, à plus petite dose, dans des pièces plus calmes. Elle ne m'avait pas appelé au premier incident. Cela, je le savais déjà à sa voix. Sa raideur n'était pas seulement de la douleur. C'était la raideur spécifique d'un secret enfin révélé. Elle m'avait protégé, ou s'était protégée de ma réaction, ou avait protégé la version de sa vie qu'elle avait essayé de croire encore récupérable.
Cela n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'est qu'elle avait appelé, et que quoi que Marcus ait construit pendant tout le temps qu'il l'avait construit, l'avocat, le récit, la performance d'un mari inquiet gérant une épouse instable, cela n'avait pas tenu compte d'une variable, qu'elle avait toujours mon numéro. Et que je répondais toujours. Je me suis garé sur le parking du 4e district à 2h47 du matin. J'ai vérifié le miroir une fois, non par habitude cette fois, mais par quelque chose de plus délibéré. J'avais besoin de voir clairement ce que l'avocat de Marcus allait voir quand j'allais franchir ses portes. Pas une mère inquiète, pas une femme effrayée au milieu de la nuit, mais une femme qui avait passé 40 ans à entrer dans des pièces qui ne l'attendaient pas et à gagner. Je suis sorti de la voiture, j'ai lissé mon revers et j'ai marché vers l'entrée sans ralentir. La lumière fluorescente dans le 2e couloir scintillait toujours. Certaines choses ne changent jamais. Le chef Raymond Castillo m'a rencontré à l'entrée du couloir latéral, non pas parce qu'il avait été appelé, mais parce que lorsque le sergent de bureau de nuit a murmuré mon nom, la nouvelle s'est répandue dans ce bâtiment comme elle l'avait toujours fait, doucement, rapidement. Avec une sorte de poids spécifique. Raymond avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, plus de cheveux gris aux tempes, mais ses yeux étaient les mêmes, vifs, prudents, les yeux d'un homme qui avait passé 30 ans à lire des pièces et à y survivre. Dorothy. Raymond. Ah, c'est tout ce dont nous avions besoin. 20 ans d'histoire professionnelle compressée en 4 syllabes. Il m'a conduit lui-même à Vanessa. Elle était dans une salle latérale, à côté du couloir principal, une pièce que je reconnaissais comme celle qu'ils utilisaient pour les témoins, pas pour les suspects, ce qui me disait que Raymond avait déjà pris au moins une décision avant mon arrivée. De petites grâces, le genre que l'on remarque quand on a appris à les compter. Vanessa a levé les yeux quand je suis entré. Le côté gauche de son visage était fortement enflé. Les ecchymoses s'étaient approfondis pendant le trajet, devenant violettes à la mâchoire, s'étendant vers le cou. Son œil gauche était presque fermé. Elle tenait une compresse de glace fondante à 2 mains, comme un enfant tient quelque chose qu'on lui a dit de ne pas lâcher. Je me suis assise à côté d'elle, pas en face d'elle. À côté d'elle. Je n'ai pas dit « je suis désolé » ou « tout va bien se passer ». J'ai appris que ces 2 phrases, aussi bien intentionnées soient-elles, concernent la personne qui les prononce. Au lieu de cela, j'ai pris la compresse de glace de ses mains, les repositionné correctement sur le point le plus enflé de sa mâchoire et les maintenu là. Elle a expiré. Son avocat est déjà là, a-t-elle répété. Les mêmes mots qu'au téléphone. Un poids différent maintenant que je pouvais voir son visage. Je sais, ai-je dit. Dis-moi tout depuis le début. Ne modifie rien, m'a-t-elle dit. Cela avait commencé par de l'argent. Cela arrive presque toujours. Vanessa avait trouvé des relevés bancaires, non pas parce qu'elle les avait cherchés, mais parce que Marcus avait laissé un dossier dans leur bac d'imprimante partagée. Des relevés imprimés d'un compte dont elle ignorait l'existence. Son nom n'y figurait pas, mais les dépôts étaient importants, irréguliers, et 4 d'entre eux correspondaient à des dates où Marcus lui avait dit qu'il voyageait pour le travail. Quand elle lui a posé la question, il a souri. C'est ce qui l'a le plus effrayé, a-t-elle dit. Pas la colère, le sourire. Il lui a dit qu'elle était confuse, qu'elle lisait mal les relevés, qu'elle avait été sous beaucoup de stress, et qu'elle devrait peut-être parler à quelqu'un. Puis il lui a pris le dossier des mains avec la patience de quelqu'un qui désarme un enfant, et la conversation était terminée. 2 semaines plus tard, elle a constaté que le dossier avait disparu du bac d'imprimante. Chaque tiroir de son bureau à domicile était reverrouillé. Elle n'avait rien dit, rien fait, parce qu'elle savait déjà, avait su plus longtemps qu'elle ne pouvait l'admettre, que Marcus opérait selon une logique qu'elle ne pouvait pas entièrement percevoir, et que bouger trop tôt lui coûterait plus cher que d'attendre. Alors, tu as attendu, dis-je. J'ai commencé à prendre des notes, dit-elle. Sur mon téléphone, date verrouillée, chose qu'il a dite, chose qui ne collait pas. Je l'ai regardé. C'était ma fille qui, apparemment, avait fait attention après tout. Il y a 3 nuits, a-t-elle poursuivi, il m'a dit qu'il sortait. Il est rentré après minuit. J'étais éveillé. Je suis toujours éveillé maintenant. Je ne dors plus bien. Il m'a demandé pourquoi j'étais encore debout. J'ai dit que je ne pouvais pas dormir. Et puis il a dit, elle a fait une pause. Sa voix s'est affermie. Il a dit, tu as fouillé mes affaires. Pas une question, une affirmation. Elle avait nié. Il avait souri à nouveau.
Et puis il m'a attrapé la mâchoire, dit-elle, et il a dit, tu dois apprendre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas, et puis Elle s'est arrêtée. J'ai maintenu la compresse de glace sur son visage. Je n'ai pas détourné le regard. Je n'ai pas rempli le silence avec autre chose que le fait de ma présence. Il a violemment frappé le côté gauche de mon visage contre l'encadrement de la porte. Elle l'a dit comme les gens disent des choses qu'ils ont répétées 100 fois dans leur tête. Plat, précis. Je suis tombé, et quand j'ai cessé de bouger, il a appelé son avocat avant d'appeler qui que ce soit d'autre. L'avocat était arrivé en 40 minutes, les ambulanciers en 55. Au moment où les officiers avaient pris les déclarations, le récit était déjà assemblé. Vanessa avait des antécédents d'instabilité émotionnelle. Elle était devenue agitée. Elle était tombée. Marcus était affligé. Marcus était coopératif. Marcus s'était en fait tellement soucié de son bien-être qu'il avait appelé un professionnel immédiatement. Ils ont presque cru, a-t-elle murmuré. Ils commençaient à le croire. J'ai corrigé doucement. Il y a une différence. Je me suis levé, lui ai rendu la compresse de glace. Ne parle à personne avant que je revienne. Si quelqu'un entre dans cette pièce, officier, avocat, civil, tu dis 3 mots, j'ai un conseil juridique. C'est tout. Peux-tu faire cela? Elle a hoché la tête. Bien. Gerald Fitch était exactement ce à quoi je m'attendais. Dans la soixantaine, les cheveux argentés lui aussi, mais de la manière agressivement entretenue des hommes qui considèrent le vieillissement comme un échec personnel. Costume sur mesure, bouton de manchette. L'expression exercée d'un homme qui avait appris à transformer la raisonnabilité en arme, à être si calme, si mesuré, si bien sûr, je comprends vos préoccupations, que toute opposition à lui finissait par sembler émotionnelle par comparaison. Il m'a vu descendre le couloir et s'est réajusté en environ 2 secondes. J'ai vu cela se produire. Le léger élargissement de la reconnaissance, le calcul interne rapide, le retour à un professionnalisme neutre. Madame Hargrove, pas mademoiselle. Il avait fait ses recherches rapidement. Je ne savais pas que vous étiez impliqué dans cette affaire. Je suis impliqué dans tout ce qui concerne ma fille, ai-je dit agréablement. Qui est représenté par un conseiller juridique à partir de ce moment. Ainsi, tout ce que le rapport de police de votre client prétend sur son état mental, son historique émotionnel ou sa version des événements de ce soir sera désormais traité par son avocate, et non par ce bâtiment. Il a souri. Doucement. Bien sûr, et puis-je demander qui? Audrey Blackstone. Le sourire est resté en place, mais quelque chose derrière lui a changé. Le nom d'Audrey avait cet effet sur les gens dans certains cercles. Je vous contacterai, a dit Fitch. J'attendrai avec impatience, ai-je dit, et j'ai fait demi-tour dans le couloir. Raymond m'attendait près de l'entrée, un café à la main, une tasse fraîche. J'ai remarqué qu'il l'avait fait faire. Nous nous sommes tenus près de la fenêtre. Le parking extérieur était vide, à l'exception de ma voiture et d'un véhicule de patrouille. Affaire domestique, a-t-il dit doucement. Fracture compatible avec un impact contre une surface dure. Le médecin urgentiste, venu pour une consultation secondaire, l'a confirmé en environ 4 minutes. Le rapport de Fitch dit qu'elle est tombée. Le rapport de Fitch dit beaucoup de choses. Raymond a regardé son café. Avec les blessures enregistrées et l'évaluation des urgences, nous avons des motifs pour au moins une détention de 48 heures du mari en attendant une enquête plus approfondie. Mais, Dorothy, il a levé les yeux. Fitch est bon. Et votre fille a attendu longtemps pour signaler cela. S'il n'y a pas d'incidents antérieurs documentés. Il y a des incidents antérieurs, ai-je dit, non documentés par les canaux officiels, mais Vanessa a tenu des registres. Raymond est resté silencieux un instant. Sur son téléphone? Sur son téléphone, note verrouillée, entrée datée. Au minimum, cela établit un schéma de comportement au fil du temps. Il a hoché la tête lentement, le signe d'un homme qui réfléchit aux implications. Nous aurons besoin qu'elle fasse une déclaration complète, a-t-il dit, officielle ce soir si possible, pendant que la documentation est fraîche. Elle fera la déclaration, ai-je dit, après qu'Audrey sera au téléphone avec elle. Il a accepté cela. Raymond avait passé suffisamment d'années avec des gens comme moi pour savoir que, après consultation de son conseiller juridique, n'était pas une obstruction. C'était la façon de faire les choses correctement.
J'ai appelé Audrey depuis le parking à 3h20 du matin. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Audrey, c'est Dorothy. J'ai besoin que tu sois éveillée. Une pause, le son d'une lampe qui s'allume. Parle. J'ai parlé. À 4h du matin, 3 choses s'étaient produites. Audrey était au haut-parleur avec Vanessa dans la salle latérale, la guidant à travers le processus de déclaration ligne par ligne. Marcus avait été transféré dans une zone de détention séparée en attendant l'enquête formelle que Raymond avait ouverte. Et Gerald Fitch avait effectué 2 appels téléphoniques dans le couloir que j'avais observé à distance, le second l'ayant laissé pour la première fois cette nuit-là visiblement moins à l'aise. Je me suis assise dans la salle d'attente avec une tasse de café que je n'ai pas bu et j'ai réfléchi au dossier dans le bac de l'imprimante, au tiroir de bureau verrouillé. À un compte sur lequel le nom de Vanessa ne figurait pas avec de gros dépôts irréguliers à des dates qui ne correspondaient pas à ses voyages déclarés, à un homme qui avait appelé son avocat avant une ambulance. Rien de tout cela n'était accidentel. Rien de tout cela n'était impulsif. C'était le comportement de quelqu'un qui avait géré les risques, qui avait des protocoles, qui avait à un moment donné décidé que Vanessa était une responsabilité, ou plus précisément, qu'elle était devenue suffisamment consciente pour qu'elle ait besoin d'être gérée plus agressivement. Ce qui signifiait qu'il y avait plus. Il y avait toujours plus quand le comportement était si structuré. Je ne savais pas encore quoi, mais je savais par où commencer à chercher. Pas dans ce bâtiment, pas cette nuit-là, mais dans les jours qui suivraient, dans les dossiers, dans le schéma, dans les endroits où les personnes prudentes laissent des traces, non pas parce qu'elles sont négligentes, mais parce qu'elles croient que personne ne fait assez attention pour les trouver. Marcus Delroy avait cru cela, je finirais par comprendre, sa plus chère erreur. Juste avant 5h du matin, Raymond est venu me trouver. Nous le détenons, a-t-il dit. 48 heures en attendant l'enquête. Le médecin urgentiste a signé le rapport de blessure. C'est officiel. J'ai hoché la tête. La déclaration de votre fille est solide, a-t-il ajouté. Les notes sur son téléphone, son avocat a déjà demandé à les préserver comme preuve. Bien. Il m'a regardé un instant. Le regard particulier d'un homme qui veut dire quelque chose et qui décide s'il le doit. Cela ne va pas être simple, a-t-il dit, finalement. Fitch positionne déjà le récit, et 48 heures, c'est suffisant pour commencer. J'ai dit qu'il avait accepté cela aussi. Je suis retourné dans la salle latérale. Vanessa avait raccroché avec Audrey, assise les mains sur les genoux, la compresse de glace partie, regardant le sol. Quand je suis entré, elle a levé les yeux. Que se passe-t-il maintenant? A-t-elle demandé. Je me suis assise à côté d'elle de nouveau. Maintenant, ai-je dit, nous arrêtons de réagir à ce qu'il a construit, et nous commençons à construire quelque chose de notre propre. Elle était silencieuse. J'ai besoin que tu m'envoies ces notes, ai-je dit. Chaque entrée, chaque date, et puis j'ai besoin que tu réfléchisses attentivement à toute personne qui a pu être témoin de quoi que ce soit, un ami qui l'a mis mal à l'aise, un collègue de travail qui a remarqué quelque chose. Toute personne qui a eu une conversation avec toi dont elle pourrait se souvenir. Il était toujours si prudent en public, a-t-elle dit. Les gens comme Marcus sont prudents de la manière qu'ils pensent importante, ai-je dit. Ils sont rarement prudents sur les choses qu'ils ne savent pas surveiller. Je me suis levé, j'ai lissé mon blazer. Je vais te ramener chez moi, ai-je dit. Pas chez lui, pas chez toi, chez moi, et ensuite je vais passer quelques appels. Elle s'est levée lentement, avec précaution. 48 heures, moins si Fitch agissait rapidement. C'était suffisant. J'avais construit des dossiers entiers en moins. Dehors, la ville commençait à passer du noir au gris. Le gris particulier du petit matin, quand la nuit n'a pas encore lâché prise, et que le jour ne l'a pas encore entièrement revendiqué, le entre ce qui était et ce qui vient ensuite. J'ai tenu la porte pour ma fille. Nous sommes sortis ensemble. J'ai toujours cru que les 72 premières heures après une crise sont les plus révélatrices. Non pas à cause de ce que les gens font, mais à cause de ce qu'ils supposent que vous faites. Quand quelqu'un croit que vous êtes en deuil, en convalescence, en train de vous regrouper, quand ils sont confiants que le choc de ce qui s'est passé a occupé tout l'espace disponible dans votre esprit, ils deviennent négligents. Ils déplacent des pièces. Ils passent des appels. Ils commencent à exécuter les parties d'un plan qu'ils avaient gardé en réserve parce que le moment qu'ils attendaient est enfin arrivé. Marcus Delroy a passé ses 72 heures à être négligent.
Je les ai passés à faire attention. Vanessa a dormi la majeure partie de la première journée chez moi. Un vrai sommeil, le genre d'effondrement involontaire qui vient après qu'un corps s'est maintenu dans un état d'urgence prolongé trop longtemps. Je suis allé la voir 2 fois, j'ai laissé de l'eau et des toasts sur la table de nuit, et je l'ai laissée seule. J'avais du travail à faire. Le premier appel que j'ai passé fut à Audrey, qui avait déjà tiré le rapport d'incident du 4e district et le révisait avec la concentration particulière de quelqu'un qui cherche des erreurs plutôt que des faits. Fitch a structuré cela avec soin, a-t-elle dit. Le langage autour de l'état émotionnel de Vanessa est précis. Pas suffisamment inflammatoire pour être évidemment malveillant, mais suffisamment spécifique pour planter une graine. Si cela se présente devant un juge civil sans contexte, cela fera ce pourquoi c'est conçu. De quoi avons-nous besoin? Une documentation du schéma. Des incidents antérieurs, même non documentés, corroborés par quelqu'un d'autre que Vanessa, un dossier crédible de son comportement au fil du temps. Je vais y travailler. Et, Dorothy. Une pause. Le genre qu'Audrey utilisait lorsqu'elle décidait combien dire. Si Marcus a un avocat comme Fitch en numérotation rapide, il ne l'a pas trouvé la semaine dernière. Cette relation existe pour une raison. Je veux savoir quelle est cette raison. Moi aussi. Le deuxième appel cet après-midi m'est parvenu. J'étais à mon bureau en train de réviser les notes verrouillées du téléphone de Vanessa. Elle m'avait donné accès sans que je le demande, ce qui me disait tout ce que je devais savoir sur son état mental. Quand mon téléphone portable personnel a sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas, j'ai quand même répondu. Madame Hargrove. Une voix de femme, professionnelle, légèrement prudente. C'est Paula Neves, responsable de la sécurité à la Meridian Private Bank. J'appelle concernant votre compte principal. J'ai posé le téléphone de Vanessa. Allez-y. Le lundi soir, 2 jours avant l'incident dont vous avez peut-être connaissance, nous avons reçu une demande d'enregistrement d'une procuration générale sur votre compte. La personne présentant la demande s'est identifiée comme votre fille, Vanessa Delroy, et a présenté des documents affirmant que vous aviez autorisé l'arrangement. La pièce était très silencieuse. Notre équipe d'examen juridique a signalé les documents avant traitement, a poursuivi Paula. La notarisation semblait irrégulière. Le numéro d'enregistrement du notaire certificateur est revenu à une licence suspendue dans cet état. Nous avons refusé la demande et signalé le compte pour surveillance. Selon notre protocole, nous sommes tenus d'informer directement le titulaire du compte. Je m'excuse pour le retard. Nous voulions d'abord confirmer par nos canaux internes. Quand exactement le lundi? Ai-je demandé. La demande a été soumise à 16h47. J'ai regardé les notes sur mon bureau. L'entrée de Vanessa de ce même lundi disait « M est rentrée tôt, de manière inattendue. M'a trouvé au téléphone. Voulait savoir à qui je parlais. Marcus était rentré tôt et avait trouvé Vanessa au téléphone. Le même après-midi, quelqu'un avait tenté d'utiliser son nom pour accéder à mon compte. Vanessa n'avait pas passé cet appel. Et cette possibilité était plus froide, quelqu'un avait préparé des documents en son nom et agi avant qu'elle ne puisse arrêter quoi que ce soit, comptant sur le fait que si cela tournait mal, son nom y serait, pas le sien. Madame Neves, ai-je dit, j'ai besoin d'un dossier écrit complet de cette demande, des documents soumis, de l'heure de soumission, de la notification de refus, ainsi que du nom et des coordonnées de quiconque a présenté la demande en personne ou par procuration. Une brève pause. Ces documents peuvent être préparés pour un conseiller juridique sur demande formelle. Mon avocate est Audrey Blackstone. Vous aurez de ses nouvelles dans l'heure. J'ai raccroché, appelé Audrey, lui ai dit ce que je savais. Sa réponse fut un seul mot, parfait. Je n'ai pas parlé à Vanessa de l'appel de la banque ce jour-là. C'est important, et je veux être clair sur la raison. Ce n'était pas de la tromperie. C'était du séquençage. J'avais besoin de comprendre la forme complète de ce que je regardais avant de le lui présenter. Parce que Vanessa avait passé des années dans cette situation, et son instinct sous pression, naturellement, étant donné ce qu'elle avait survécu, était toujours de gérer la réaction de Marcus plutôt que sa propre position. Si je lui parlais de la banque trop tôt, avant de savoir combien d'autres pièces étaient en mouvement, elle pourrait le confronter, ou le prévenir, ou simplement s'effondrer sous le poids de la compréhension de l'étendue réelle de la situation. J'avais besoin qu'elle soit stable, et j'avais besoin de temps. 2 jours de plus passèrent.
Le troisième jour, Audrey a appelé avec le premier élément de Glenn ROR, l'enquêteur qu'elle avait retenu le lendemain de notre appel de minuit sans que j'aie à le demander. Il a récupéré les dossiers financiers publics de Marcus. Audrey a dit, dépôts commerciaux, historique de litiges civils, privilèges immobiliers. Dorothy, cet homme n'est pas solvable. Il ne l'est plus depuis au moins 2 ans. Combien? Entre les instruments de dette personnelle, un partenariat échoué dissous il y a 18 mois, et ce qui semble être des obligations informelles qui n'ont pas encore atteint le registre public. Glenn estime le montant à plus de 800 000 $. J'ai pensé au compte que Vanessa avait trouvé dans le bac de l'imprimante. De gros dépôts à des dates irrégulières. Il a géré les liquidités entrantes par des canaux qui ne touchent pas son profil financier officiel, ai-je dit. C'est aussi la lecture de Glenn. Ce qui signifie que la question n'est pas seulement ce qu'il doit, c'est d'où il a obtenu les fonds et ce qu'il a promis en retour. Le 4e matin, j'étais dans la cuisine quand Vanessa est descendue plus tôt que d'habitude. Elle avait meilleure mine. Pas bien, mais présente. Le gonflement avait diminué. Elle se déplaçait plus prudemment, mais elle se déplaçait. Elle s'est assise à l'îlot. J'ai fait du café. Nous avons parlé longtemps. C'était la conversation que j'attendais. Non pas pour extraire des informations, mais pour lui donner de l'espace pour les offrir. Il y a une différence entre interroger quelqu'un et simplement être dans la pièce pendant qu'il se souvient de choses qu'il ne savait pas importantes. Elle m'a parlé des voyages d'affaires, du schéma de son téléphone posé face contre terre lorsqu'elle entrait dans les pièces, puis face visible lorsqu'il avait fait valoir son point. De la façon dont il avait commencé progressivement puis plus rapidement à s'immiscer entre elle et ses propres décisions, ce qu'elle dépensait, qui elle voyait, quand elle me parlait. Elle m'a parlé d'un homme nommé Clifford qui était venu dîner chez eux une fois, il y a 18 mois. L'associé de Marcus, calme, élégamment habillé d'une manière qui ne correspondait pas à sa démarche, qui avait regardé leur salle à manger avec une expression qu'elle avait décrite à l'époque comme d'évaluation, et qu'elle avait maintenant réinterprétée comme autre chose. Je ne l'ai plus jamais revu après ce dîner, a-t-elle dit. Mais Marcus était différent après, plus posé, comme si quelque chose avait été décidé. J'ai noté le nom. Cet après-midi-là, je traversais le salon quand j'ai remarqué la tablette de Vanessa sur la table basse. Elle utilisait la mienne pendant que son téléphone était conservé comme preuve. L'écran était sombre. Je l'ai prise pour la brancher. L'écran s'est activé. L'email de Marcus était ouvert. Il avait utilisé la tablette 3 semaines plus tôt, avant tout, quand Vanessa la lui avait prêtée brièvement pour lui montrer quelque chose. Il ne s'était pas déconnecté. Je suis resté très immobile. J'ai reposé la tablette sur la table basse, l'ai regardé, puis j'ai appelé Audrey. L'email personnel de Marcus est actuellement accessible sur un appareil chez moi, ai-je dit. Il ne s'est pas déconnecté. Quelles sont mes options? Un bref silence. Vous n'avez pas fouillé le compte. L'écran s'est activé quand j'ai pris la tablette pour la déplacer. Qu'avez-vous vu? Une boîte de réception ouverte. Je n'ai rien lu. Ne touchez plus à rien. Je vais appeler Glenn. Il pourra nous dire s'il existe une voie légalement défendable pour préserver ce qui s'y trouve avant que cela n'expire ou ne soit effacé à distance. Elle a rappelé 20 minutes plus tard. Glenn dit, laissez-le exactement comme il est. Il vient chez vous. Ne laissez personne d'autre toucher l'appareil, et ne le connectez à aucun réseau. Glenn est arrivé dans l'heure. Il a travaillé calmement et efficacement, documentant l'état et le contenu de l'appareil par des méthodes dont je n'ai pas demandé les détails et n'avais pas besoin. Ce qu'il a trouvé, ce qu'il m'a ensuite expliqué, assis à ma table de salle à manger avec son ordinateur portable ouvert, a confirmé l'architecture de ce que j'avais déjà commencé à comprendre. Il y avait un dossier simplement étiqueté avec des initiales. À l'intérieur, une série de mails entre Marcus et Gerald Fitch remontant à 14 mois. Une série entre Marcus et le docteur Arlon Voss, psychiatre, pratique privée, avec 3 paiements joints, chacun de 6 000 $, chacun précédant un document dans la série intitulée Cadre d'évaluation de la compétence. Projet de travail. Une série entre Marcus et un homme dont j'ai reconnu le nom d'après la description de Vanessa de ce dîner il y a 18 mois, Clifford Ry. Les courriels étaient courts, financiers et sans ambiguïté. Et un seul courriel envoyé 8 jours avant la nuit où Vanessa m'avait appelé en hurlant de Marcus à Fitch, elle a trouvé les relevés. Nous devons avancer le calendrier.
La documentation de la procuration est-elle prête? La réponse de Fitch 4 minutes plus tard, prête quand vous voulez, mais si elle parle à la mère avant que nous déposions, nous avons un problème. La réponse de Marcus, elle ne le fera pas. J'ai lu cet email 2 fois. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, remercié Glenn, et suis resté seul dans ma salle à manger pendant environ 4 minutes. Je ne suis pas une femme facilement surprise. 40 ans à observer les êtres humains naviguer entre l'argent, la peur et l'intérêt personnel avaient calibré mes attentes quant à ce dont les gens étaient capables lorsqu'ils se sentaient acculés. J'étais rarement choqué. Mais il existe une qualité particulière de douleur qui ne vient pas de la surprise, mais de la confirmation. D'avoir suspecté quelque chose et de le voir ensuite exposé en police 12, horodaté, irréfutable. De comprendre que la violence qui avait fracturé la mâchoire de votre fille n'était pas le début de quelque chose. C'était la fin d'une patience qui s'était épuisée. Il avait planifié soigneusement pendant plus d'1 an. Il avait payé un psychiatre pour construire un dossier médical qui n'existait pas. Il avait tenté d'utiliser le nom de Vanessa comme une arme contre mes finances. Il avait retenu l'un des avocats les plus agressifs en matière de droit familial de la ville des mois avant d'en avoir réellement besoin. Et il avait mal calculé une chose. Il m'avait mal calculé. Audrey a déposé une ordonnance de protection d'urgence ce soir-là, citant les preuves de conspiration financière en plus des blessures physiques documentées. Raymond Castillo m'a appelé à 21h pour me dire que le bureau du procureur s'était intéressé au paiement de Voss et avait ouvert une enquête parallèle. J'ai tout dit à Audrey. J'en ai dit assez à Raymond, et je me suis assise avec Vanessa ce soir-là et je lui ai dit ce que j'avais trouvé, tout cela clairement, sans adoucissement. Elle est restée silencieuse longtemps. Il a utilisé mon nom pour la banque, a-t-elle finalement dit. Je ne savais pas. Je sais, ai-je dit. Je ne ferai jamais ça, Vanessa. J'ai attendu qu'elle me regarde. Je sais. Elle mit ses mains sur son visage. Ses épaules tremblèrent 1 fois, 2 fois, puis se stabilisèrent. Je l'ai regardé prendre la même décision que je l'avais vu prendre dans la salle latérale du 4e district. La décision de se maîtriser. Non pas parce que la douleur était partie, mais parce qu'il y avait encore du travail à faire. Elle a baissé les mains. Que faisons-nous maintenant? J'ai regardé les dossiers organisés sur ma table de salle à manger, la documentation bancaire, le rapport de Glenn, la série de mai, les paiements à Voss, les dossiers financiers publics. Le rapport d'incident du 4e district avec les notes d'Audrey en marge. Un dossier complet construit non pas en un moment dramatique, mais en 4 jours d'attention minutieuse, patiente et méthodique. Maintenant, ai-je dit, nous cessons de le laisser dicter les conditions. Le matin où Audrey a déposé la motion fédérale, il a plu. Non pas de manière dramatique, pas le genre de pluie qui s'annonce. Un gris silencieux et implacable qui s'est installé sur la ville et y est resté, indifférent à tout ce qui se passait en dessous. Je l'ai remarqué à travers la fenêtre du bureau d'Audrey alors qu'elle signait la dernière page du dépôt consolidé et la passait à son parajuriste sans lever les yeux. J'avais toujours aimé ça chez Audrey. Elle faisait les choses les plus importantes avec la même énergie qu'elle utilisait pour verser du café. C'est fait, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Le dépôt n'était pas une action unique. C'était une structure, stratifiée, séquencée, conçue pour avancer sur plusieurs pistes simultanément afin qu'aucune contre-mesure de Fitch ne puisse faire effondrer l'ensemble. Accusation de violence domestique avec blessure documentée et confirmation médicale. Accusation de complot de fraude civile liée à l'incident de la Meridian Bank et à la procuration falsifiée. Une plainte formelle auprès du Conseil psychiatrique de l'État concernant le docteur Arlon Voss et les paiements documentés, et un renvoi à l'unité des crimes financiers du procureur concernant les comptes non divulgués de Marcus et le lien Clifford-Ree. Que Glenn avait continué d'enquêter et qui était devenu considérablement plus intéressant au cours des 48 heures précédentes. Gerald Fitch avait agi en partant du principe qu'il gérait un incident domestique. Une fille effrayée, une femme retraitée qui serait lente à se mobiliser et facile à réorienter. Il était sur le point de découvrir ce que cela signifiait de se tromper sur les deux. Audrey avait fait en sorte que nous soyons présentes lorsque la motion a été formellement reçue, non pas dans la salle d'audience, ce qui viendrait plus tard, mais lors d'une réunion procédurale avec le greffier du juge-président. Une formalité qui servait principalement à établir le calendrier et le précédent. Ce qu'elle ne m'avait pas dit avant ce matin-là, c'était qui d'autre serait dans le bâtiment. Le procureur fédéral Nathaniel Cross avait demandé une brève conversation préliminaire.
Audrey avait accepté sans me le dire parce que, dit-elle simplement, je savais que vous voudriez préparer une présentation, et j'avais besoin que vous entriez et soyez vous-même. 40 ans d'amitié vous donnent le droit de prendre cette décision. Cross était plus jeune que je ne l'attendais. Début de la quarantaine, avec le genre d'immobilité concentrée qui distingue les gens qui ont appris à conserver leur énergie pour quand cela compte. Il s'est levé quand je suis entré, pas de manière démonstrative, il s'est juste levé. Madame Hargrove. Monsieur Cross. Nous nous sommes assis. Il avait déjà examiné le dossier, le rapport de Glenn, la documentation bancaire, les paiements de Voss, la série de mails récupérés du compte de Marcus. Il avait tout examiné, et il m'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui se réajuste en temps réel. L'angle de la conspiration financière est le fil le plus solide, a-t-il dit. Le lien Voss nous donne une fraude potentielle en plus des accusations domestiques, ce qui modifie considérablement le calcul de la peine. Mais je veux comprendre la preuve par courriel et sa chaîne de garde avant de m'engager à quoi que ce soit. Audrey l'a guidé à travers la documentation de Glenn, précise, sans hâte. Cross a posé 3 questions, chacune plus incisive que la précédente. Elle a répondu aux 3 de manière exhaustive. Il m'a regardé. Votre beau-fils a élaboré un plan de 18 mois pour accéder à vos actifs en utilisant votre fille comme instrument, a-t-il dit. Et quand le plan a calé, il est devenu violent. C'est le résumé exact, ai-je dit. Et votre fille, était-elle au courant de certains éléments du plan? Elle savait qu'il avait des problèmes financiers. Elle n'était pas au courant de la tentative de procuration ni des paiements à Voss. Quand elle a découvert les relevés bancaires, elle a refusé de coopérer davantage. C'est là qui lui a brisé la mâchoire. Cross est resté silencieux un instant. Je veux avancer, a-t-il dit, mais j'ai besoin de la pleine coopération de votre fille en tant que témoin. Elle coopérera. Madame Hargrove, il a fait une pause. Vous comprenez que cela sera public. Le procès, les détails financiers, tout. Je l'ai regardé fixement. Monsieur Cross. J'ai passé 40 ans dans des pièces où des hommes puissants supposaient que les femmes d'un certain âge choisiraient le silence plutôt que les conséquences. Marcus Delroy a fait la même supposition. Je ne suis pas intéressé par le silence. Il a presque souri. Non, a-t-il dit, je le vois. Fitch a reçu la motion à 14h14. Audrey avait un contact au bureau du greffier, non pas impropre, simplement une relation professionnelle de longue date, qui a décrit sa réaction comme contrôlée, mais de justesse. Il a appelé Audrey dans l'heure. J'étais dans son bureau quand l'appel est arrivé. Elle l'a mis sur haut-parleur sans me demander ma permission parce qu'elle savait que je voudrais l'entendre. Audrey, sa voix était la même, douce, mesurée, la voix d'un homme qui avait pratiqué la contenance jusqu'à ce qu'elle devienne structurelle. Ce dépôt est agressif. Cela reflète les preuves, a dit Audrey agréablement. Les preuves par courriel posent des questions de chaîne de garde que toute défense compétente exploitera dans les 10 premières minutes. La documentation de Glenn Harrower est approfondie. Sa crédibilité en tant qu'ancien agent fédéral sera un facteur dans la manière dont ces questions seront perçues par un jury. Une pause. L'angle Voss est spéculatif. 3 paiements de $6 000 chacun précédant un projet de document de compétences dans l'email de votre client. Le conseil psychiatrique de l'État trouve cela spécifique, pas spéculatif. Une autre pause, plus longue. Que veut votre client? Audrey m'a regardé. J'ai secoué la tête une fois. Mon client veut ce que le dépôt dit qu'elle veut, a répondu Audrey. Pleine responsabilité sur tous les chefs d'accusation. Nous ne sommes pas en négociation, Gérald. La ligne est restée silencieuse pendant 3 secondes. Compris, a-t-il dit, et il a raccroché. Audrey a posé le téléphone, m'a regardé. Il va essayer d'inverser la situation, a-t-elle dit. Offrir la coopération de Marcus sur l'angle financier de Rie en échange de recommandations de peine réduite sur les accusations domestiques. Qu'il essaie, ai-je dit. Raymond a déjà signalé l'unité des crimes financiers du procureur. Si Rie est ce que Glenn pense qu'il est, la coopération de Marcus aura beaucoup moins de valeur que ce que Fitch imagine. Elle a hoché la tête lentement. Vous avez déjà fait cela auparavant, a-t-elle dit. Pas comme une question. Pas comme ça, ai-je dit. Mais les principes tiennent. Je suis rentré seul ce soir-là. La pluie avait cessé.
Les routes étaient humides et silencieuses, le genre d'immobilité réfléchissante qui suit le temps. Tout était légèrement rincé. L'air portait ce poids propre particulier qui vient après qu'une longue journée grise a enfin lâché prise. J'avais une dernière chose à faire avant la fin de la soirée. Vanessa était à l'îlot de la cuisine quand je suis rentré. Elle avait cuisiné, vraiment cuisiné pour la première fois depuis son arrivée. Quelque chose à l'ail et aux tomates qui faisait que la maison sentait une version différente d'elle-même. Elle a levé les yeux quand je suis entré et a lu quelque chose sur mon visage. C'est déposé. C'est déposé. Elle est restée silencieuse un instant, à remuer ce qu'il y avait dans la casserole. Va-t-il essayer de faire un accord? Fitch fera pression pour en obtenir un. Que Cross accepte dépend de ce que Marcus sait réellement de Ri, mais les accusations domestiques ne disparaîtront pas de toute façon. Les preuves physiques et votre déclaration sont solides. Elle a hoché la tête, continuant à remuer. Cross a besoin de votre pleine coopération, ai-je dit, en tant que témoin. Tout, y compris ce que vous saviez des problèmes financiers quand vous le saviez, et ce que vous ne saviez pas de la tentative de procuration. Y compris les parties qui me font paraître. Tout, ai-je dit. Pas méchamment. Précisément. Elle a posé la cuillère, s'est tournée pour me faire face. Dans la lumière de la cuisine, elle n'avait pas l'air jeune exactement, mais présente d'une manière qu'elle n'avait pas eue à son arrivée. Solide. La solidité particulière d'une personne qui a cessé de se préparer à l'impact et a commencé à décider ce qui allait suivre. Je le ferai, a-t-elle dit. Je sais. Elle se retourna vers la cuisinière. J'ai accroché mon manteau, me suis assise à l'îlot, et pour la première fois en 9 jours, je n'avais pas d'appel à passer, ni de documents à réviser, ni de prochaine étape à calculer. Je me suis juste assise dans ma cuisine pendant que ma fille cuisinait. Et dehors, la ville continuait à faire ce qu'elle a toujours fait, indifférente, implacable, pleine de gens naviguant leur propre version de ce que nous venions de traverser. Mais dans cette cuisine, pendant ces quelques minutes particulières, quelque chose avait changé. Non pas résolu, non pas terminé, mais changé. La manière dont un poids se déplace lorsque la partie la plus lourde d'une chose a enfin été nommée et posée au bon endroit. Marcus Delroy avait construit son plan autour d'une femme qui ne riposterait pas. Il s'était trompé sur tout ce qui comptait. Et demain, dans un bâtiment fédéral à 3 miles de l'endroit où je me trouvais, le reste commencerait. Le palais de justice fédéral de la rue Mercier a été construit en 1923. Granit gris, 12 marches du trottoir à l'entrée, 4 colonnes flanquant la porte. J'y avais été plus de fois que je ne pouvais compter. J'avais consulté sur des affaires jugées entre ces murs. J'avais briefé des avocats dans les couloirs. Une fois, à 44 ans, j'avais assisté depuis la galerie au prononcé d'une sentence qui avait fait la une de 3 journaux pour un homme contre qui j'avais contribué à monter un dossier. Je n'étais jamais entré en tant que partie lésée. Cela semblait différent, plus personnel, comme si le bâtiment lui-même me regardait me réajuster. Audrey était à côté de moi sur les marches. Glenn ROR 3 pas derrière. Vanessa à ma gauche, marchant lentement mais droit, le menton haut, la mâchoire encore légèrement meurtrie sous un maquillage soigné. La posture particulière d'une femme qui avait décidé que sa manière d'entrer dans une pièce serait sa première déclaration. Je le lui avais appris, non pas explicitement, mais quelque part dans les années entre son enfance et ce matin-là, elle l'avait appris. Nous sommes entrés. L'audience préliminaire n'était pas le procès. Je veux être précise à ce sujet car la distinction importait, non pas de manière dramatique, mais stratégiquement. Ce qui s'est passé ce matin-là était une procédure formelle de présentation de preuves devant la juge Patricia Elmore, l'une des juristes les plus méthodiques du district fédéral, une femme avec 26 ans au banc. Et une réputation de patience qui fonctionnait en pratique comme une forme de pression. Elle laissait les choses se développer à leur propre rythme. Elle ne se précipitait jamais, et elle avait une manière particulière de poser des questions clarificatrices qui révélaient constamment exactement ce qu'elle voulait qu'elle révèle. Gerald Fitch la connaissait. Il n'avait pas l'air heureux d'être dans sa salle d'audience. Marcus était assis à la table de la défense dans un costume anthracite que je reconnaissais. Il l'avait porté à un dîner chez moi il y a 3 ans, quand il m'avait serré la main et dit quel plaisir c'était de passer enfin du temps ensemble. Il avait l'air posé, préparé. La façon dont une personne a l'air quand elle a répété sa contenance de manière extensive et la déploie maintenant comme une stratégie. Il ne m'a pas regardé quand je suis entré. Cela m'en a dit assez.
Cross a présenté le dossier consolidé de la manière séquentielle mesurée de quelqu'un qui a suffisamment traité d'affaires fédérales pour savoir que ce qui convainc les juges n'est pas le volume ou l'émotion mais l'architecture. Il a placé chaque élément à sa place, l'un après l'autre, avec la confiance d'un homme construisant quelque chose qui ne nécessitait pas de performance car la structure elle-même était l'argument. La documentation des blessures physiques d'abord, confirmation médicale, chronologie. La divergence entre le compte rendu, elle est tombée, et les preuves anatomiques, que le médecin urgentiste avait résumées en 4 phrases qui ont pris environ 30 secondes à lire et environ 30 secondes à démanteler entièrement le récit de Fitch. Puis la conspiration financière, l'alerte bancaire de la Meridian Bank, la tentative d'enregistrement de procuration, la licence de notaire suspendue, la documentation que Paula avait fournie. Audrey avait fait inscrire le dossier écrit de la banque au dossier. Cross l'a parcouru sans commentaire. Il n'avait pas besoin de commenter. Les horodatages parlaient avec une clarté que la rhétorique n'aurait fait que diluer. Puis les paiements de Voss. 3 transactions, chacune de $6 000, chacune en argent liquide, chacune précédant un projet de document discutant des cadres d'évaluation de la compétence pour une femme qui n'avait jamais été au bureau du docteur Voss, n'avait jamais serré sa main. N'avait jamais consenti à aucune évaluation de quelque nature que ce soit. Cross a laissé cela un instant avant de passer à la pièce suivante. Puis les emails. Glenn avait préparé un document de synthèse expurgé, mis en forme, indexé, juridiquement solide dans sa documentation de la chaîne de garde que Cross a présenté à la juge Elmore avec l'aisance exercée de quelqu'un qui avait traité des soumissions de preuves bien plus complexes. La juge a examiné l'index sans expression. Puis elle a levé les yeux. « Conseiller » a-t-elle dit, dirigeant la question vers Fitch. « Votre position sur la preuve par courriel » Fitch s'est levé. « Votre honneur, la chaîne de garde présente des questions que notre équipe de défense a l'intention de contester. L'appareil a été accédé dans une résidence privée dans des circonstances où l'appareil a été laissé connecté à la résidence d'un tiers. » Cross a dit, le titulaire du compte ne s'est pas déconnecté. La récupération a été documentée en temps réel par un enquêteur agréé ayant une expérience dans l'application de la loi fédérale. La documentation est dans la pièce à conviction 14. La question du consentement à l'accès a été examinée par le comité de preuve de ce tribunal avant cette audience, a dit Audrey doucement à côté de moi. Page 3 de leur évaluation préliminaire, que je crois que la Cour a reçue. La juge Elmore a regardé Audrey, puis Fitch, puis ses documents. Je l'ai, a-t-elle dit, et est passée à autre chose. Fitch s'est assis. Son expression n'avait pas changé, mais quelque chose autour de ses yeux s'était contracté d'environ 2 mm. Le genre de micro-ajustement que seule une personne entraînée à le détecter remarquerait. Je l'ai remarqué. Le moment que j'attendais est arrivé 40 minutes après le début de l'audience, lors de la présentation par Cross du lien Clifford-Ree. Glenn avait fait un travail approfondi. Ree était, dans le langage formel du rapport de Glenn, un intermédiaire financier avec des associations documentées dans de multiples affaires de fraude civile dans 2 États, actuellement sous enquête fédérale indépendante pour des irrégularités liées aux valeurs mobilières. En langage clair, un homme qui mettait en contact des personnes ayant des problèmes d'argent avec des solutions qui ne résistaient pas à un examen légal, et qui avait été suffisamment prudent pendant assez longtemps pour que rien ne lui soit encore officiellement tombé dessus. La série de mai de Marcus avec Ree remontait à 19 mois. L'arrangement financier que Glenn avait reconstruit à travers les dossiers publics et la découverte légale n'était pas simple. Il impliquait une série d'instruments informels, une propriété dans un comté voisin que Marcus avait partiellement engagé sans le savoir de Vanessa, et ce qui semblait être un délai d'exécution. Un délai qui était passé 6 semaines avant la nuit où Vanessa m'avait appelé. Cross a délibérément présenté cette section en dernier parce qu'elle répondait à la question qu'une procédure comme celle-ci générait tôt ou tard. Pourquoi alors ? Pourquoi cette nuit-là ? Pourquoi l'accélération de la manipulation à la violence ? La réponse était le délai. Marcus avait promis à Ree un accès à des capitaux à une date précise. Il avait échoué. La tentative de procuration à la Meridian Bank était le dernier recours de quelqu'un qui avait manqué de temps. Quand elle a échoué, quand Vanessa a trouvé les relevés et a refusé de participer davantage, quand chaque instrument qu'il avait construit en 19 mois s'est effondré en une seule semaine, il a fait ce que les gens font quand le plan est parti et que la pression demeure. Il avait cherché quelque chose qu'il pouvait encore contrôler. Il s'était trompé sur cela aussi. Fitch a demandé une suspension après que Cross ait terminé la section Ree. La juge Elmore a accordé 15 minutes.
J'ai marché vers le couloir avec Audrey. Glenn a suivi 2 pas derrière, de cette manière discrète que j'avais appris à comprendre n'était pas de la déférence mais de la surveillance. Il observait toujours quelque chose. Il va offrir, a dit Audrey doucement, la coopération sur Ri en échange d'une recommandation de peine réduite sur les accusations domestiques. Je sais. Cross pourrait être intéressé. Ri est un plus gros poisson. Nathaniel Cross prendra la décision qui sert son dossier, ai-je dit. C'est son travail. Le nôtre est de nous assurer que les accusations domestiques sont documentées assez complètement pour qu'une peine réduite ne signifie pas une peine disparue. Elle a hoché la tête. Et Vanessa ? J'ai regardé le long du couloir. Vanessa se tenait près d'une fenêtre à l'autre bout, seule, regardant la rue en bas. Son dos était droit. Ses mains étaient immobiles. Vanessa va bien s'en sortir, ai-je dit. Audrey a suivi mon regard. Elle est comme vous, a-t-elle dit. Elle est meilleure que moi, ai-je dit. Elle a trouvé son chemin ici avec beaucoup moins d'infrastructures. Lorsque l'audience a repris, Fitch a fait l'offre. Il l'a formulée avec la précision fluide d'un homme qui avait fait des offres similaires dans des salles similaires de nombreuses fois. La pleine coopération de Marcus à l'enquête fédérale sur Clifford Ri, témoignages documentés, accès aux communications et aux dossiers que Marcus avait personnellement conservés. En échange, la position de la défense serait que les actions de Marcus la nuit de l'incident, bien que regrettables, étaient le produit d'une pression psychologique extrême due à une situation financière significativement orchestrée par les pratiques coercitives de Ri. Un expert médical témoignerait d'une perturbation comportementale induite par le stress. Les recommandations de peine reflèteraient des circonstances atténuantes. La salle était silencieuse quand il a terminé. Cross a regardé ses documents un instant, puis l'a jugé le mort. Le peuple reconnaît que la coopération dans l'affaire Ri a une valeur fédérale, a-t-il dit. Cependant, les accusations domestiques, y compris la conspiration en vue de frauder par l'arrangement psychiatrique de Voss et la tentative à la Meridian Bank, ne sont pas sujettes à atténuation dans le cadre de cette offre. Nous sommes prêts à accepter la coopération sur Ri en tant que procédure parallèle. Les accusations devant ce tribunal restent telles que déposées. Fitch s'y était attendu, mais attendre quelque chose et le recevoir sont des poids différents. Votre honneur, monsieur Fitch, a dit la juge Elmore. Sa voix avait la même température qu'elle l'avait été pendant toute la procédure. Ni froide, ni chaude, simplement précise. Les accusations telles que déposées seront jugées. Si votre client souhaite coopérer avec les enquêteurs fédéraux sur l'affaire Ri, cet arrangement est entre lui et l'accusation, et n'altère en rien ce que ce tribunal traite. Y a-t-il quelque chose de plus sur le dossier préliminaire des preuves? Fitch a regardé Marcus. Marcus a regardé la table pour la première fois ce matin-là. Le calme n'était pas une stratégie. C'était juste un homme assis très immobile parce qu'il n'y avait plus rien à exécuter. Vanessa a donné son témoignage après la suspension. J'avais demandé à Audrey si je devais être dans la pièce. Audrey avait demandé à Vanessa. Vanessa avait dit, j'ai besoin qu'elle soit là. Al. Or, j'étais là. Elle était assise dans la zone des témoins avec l'immobilité de quelqu'un qui avait répété non pas les mots mais la fermeté. Cross l'a guidée avec précaution. Le calendrier du comportement financier de Marcus, ce qu'elle avait su et quand, la découverte des relevés, la conversation où il lui avait pris le dossier des mains et avait souri. L'escalade au cours des semaines suivantes. La nuit de la blessure, du moment où il est rentré jusqu'au moment où elle s'est retrouvée au 4e district, essayant de se souvenir de la manière la plus claire de décrire ce qui était arrivé à son visage sans que cela ne sonne comme quelque chose qu'elle méritait. Elle n'a pas pleuré, non pas parce qu'elle ne le ressentait pas, je connais ma fille, mais parce qu'elle avait pris une décision quant à ce que ce moment exigeait, et elle honorait cette décision avec tout ce qu'elle avait. Fitch l'a contre-interrogé avec retenue. Il n'avait rien qui menaçait réellement son témoignage. Et il savait qu'insister auprès d'une femme visiblement blessée dont le récit était corroboré par la documentation médicale, les relevés bancaires et les propres emails de son mari n'atteindraient rien devant cette juge. Sauf la destruction silencieuse de toute sympathie que la défense pouvait encore avoir. Il a posé 6 questions. Elle a répondu aux 6. Quand ce fut terminé, elle est retournée à la place à côté de moi et s'est assise sans regarder Marcus, sans regarder Fitch, sans regarder nulle part sauf devant elle. J'ai posé ma main sur la sienne sur la table. Elle a tourné sa paume vers le haut et l'a tenue.
La juge Elmore a statué à 16h17. Toutes les accusations maintenues pour le procès. Ordonnance de protection prolongée. Le passeport de Marcus a été remis. La caution fixée à un montant qui reflétait l'élément de conspiration financière, suffisamment élevé pour que Ri, qui avait toutes les raisons de maintenir Marcus coopératif et disponible, décide si cela valait l'investissement. Alors que Marcus était escorté de la table de la défense pour être traité, il s'est tourné pour la première fois ce jour-là. Il m'a regardé. Je ne sais pas ce qu'il s'attendait à voir. De la satisfaction, peut-être, du triomphe. L'expression d'une femme qui avait gagné quelque chose. Ce qu'il a vu, j'imagine, était quelque chose de plus calme que cela. Pas la victoire, pas le soulagement, juste une femme le regardant avec l'attention complète de quelqu'un qui avait compris, dès le moment où elle avait entendu la voix de sa fille au téléphone à 2h du matin, exactement ce que cela allait exiger et l'avait fait. Tout cela, sans panique, sans raccourci, sans un seul mouvement qui ne pourrait pas résister à l'examen minutieux dans une pièce exactement comme celle-ci. Il a détourné le regard le premier. Gerald Fitch a rassemblé ses papiers. Il a fait une pause près de notre table en passant, non pas pour parler, juste un ralentissement momentané, le geste d'un professionnel reconnaissant quelque chose qu'il ne dirait pas à voix haute. Puis il est parti. Audrey s'est penchée vers moi. « Dîner » a-t-elle dit. « Vous, moi et Vanessa, quelque part qui facture trop cher et ne s'en excuse pas. » J'ai regardé Vanessa, qui écoutait. « Oui » a-t-elle dit simplement. Nous nous sommes levés, avons rassemblé nos affaires, sommes sortis de la salle d'audience et avons descendu le couloir principal vers les portes, les mêmes 12 marches que j'avais montées ce matin-là, descendant maintenant vers une ville qui continuait de tourner. Tandis que cette partie particulière d'elle était remise à sa place. L'air du soir était frais, clair. La pluie d'il y a quelques jours avait finalement complètement disparu. Vanessa s'est arrêtée au bas des marches et a regardé le bâtiment un instant. Les colonnes de granit, les lourdes portes, la permanence institutionnelle d'un lieu conçu pour survivre aux choses qui s'y passaient. C'est toujours comme ça. A-t-elle demandé. Si prudent, si lent. Quand c'est bien fait, ai-je dit. Elle y a réfléchi. Ça ne fait pas l'effet que je pensais, a-t-elle dit. Non, ai-je acquiescé. C'est rarement le cas. Nous sommes allés à la voiture ensemble. La ville bougeait autour de nous, indifférente, pleine, vivante, avec le poids ordinaire de 10 000 vies naviguées simultanément par des gens qui n'avaient aucune idée de ce qui venait d'être décidé 12 marches au-dessus du trottoir. Je n'ai pas tenu compte de l'indifférence. Certaines choses n'ont pas besoin de témoins, elles ont juste besoin d'être achevées. Celle-ci était presque achevée. Le procès a duré 4 jours. Je ne vous en ferai pas le récit heure par heure, non pas que ce ne fût pas significatif, mais parce qu'au moment où il a commencé, l'architecture était déjà complète. Les preuves étaient solides. Le témoignage de Vanessa a tenu bon. Cross a été précis et sans hâte exactement de la manière qui démantèle une défense construite sur l'hypothèse que le calme est synonyme d'innocence. Marcus a témoigné le 3e jour. Je l'ai vu faire ce que les hommes comme lui font toujours lorsque la version soignée d'eux-mêmes s'effondre sous le contre-interrogatoire. Il s'est contracté, est devenu plus petit. Le calme maîtrisé a reculé, et ce qui restait en dessous n'était ni menace, ni défi, mais l'épuisement particulier de quelqu'un qui a passé 2 ans à maintenir une fiction et a simplement manqué de l'énergie nécessaire pour la soutenir. Cross lui a posé vers la fin une question à laquelle j'ai réfléchi depuis, Monsieur Delroy, à un moment quelconque au cours des 18 mois où vous planifiez cela, avez-vous envisagé ce qui se passerait si votre femme disait non? Une pause. Elle n'était pas censée dire non, a dit Marcus. Cross a laissé cela un instant pendant exactement 4 secondes, puis est passé à autre chose. Il n'avait pas besoin de faire autre chose avec. Le jury a fait le travail. Le verdict est tombé le 4e après-midi. Coupable de tous les chefs d'accusation principaux, violence domestique avec circonstances aggravantes, complot en vue de commettre une fraude financière, complicité dans la préparation de documents médicaux frauduleux. L'accord de coopération avec Ri avait été finalisé sur une voie fédérale parallèle, ce qui signifiait que la peine de Marcus portait également le poids de tout ce qu'il avait offert à cette enquête. Non pas une réduction, mais une complexité que Cross avait utilisée pour s'assurer que les accusations domestiques n'étaient pas minimisées dans l'échange. La juge Elmore l'a condamné à 11 ans.
Elle a fait une déclaration avant de clore la procédure que j'ai depuis notée et gardée parce qu'elle a été prononcée avec la précision de quelqu'un qui a passé 26 ans à observer les mêmes schémas arriver sous différentes formes. La coercition financière et la violence physique ne sont pas des comportements distincts qui se produisent par coïncidence dans la même relation. Ce sont le même comportement exprimé sous des registres différents. La loi les reconnaît comme tels. Ce tribunal prononce sa sentence en conséquence. La salle fut silencieuse un instant après qu'elle eut parlé. Puis elle ne le fut plus. Gerald Fitch m'a trouvé dans le couloir après. Il n'a pas cessé de marcher, il a juste ralenti pendant une seconde mesurée pour dire « Vous avez monté un dossier propre, Dorothy. » Je l'ai regardé. Ma fille l'a monté, ai-je dit. Elle a tenu des registres pendant 2 ans tout en vivant à l'intérieur. Je savais juste qui appeler. Il a hoché la tête une fois, a continué de marcher. Ce fut la conversation la plus honnête que j'ai jamais eue avec Gerald Fitch. Le docteur Arlon Voss a perdu sa licence médicale 4 mois après le procès. La conclusion du conseil psychiatrique de l'État citait un modèle de conduite professionnelle incompatible avec la pratique éthique. Un langage prudent pour ce qui était, en termes clairs, un historique documenté de vente de diagnostics aux plus offrants. 3 autres familles se sont manifestées après la publication de la décision du conseil. 3 autres cas où une opinion psychiatrique commode avait été utilisée comme un outil contre quelqu'un qui n'avait pas su la déceler. Je ne connais pas toutes leurs histoires, mais je sais qu'elles ont été entendues à la fin parce que l'enquête du conseil avait établi un cadre qui rendait leur audition possible. Parfois, une affaire est une porte. Clifford Rhee a été inculpé par l'unité fédérale des crimes financiers 8 mois plus tard. La coopération de Marcus avait fourni suffisamment d'éléments pour construire une affaire qui n'en dépendait pas, ce qui est la manière dont Glenn avait toujours prédit que cela se passerait. Rhee avait été prudent pendant longtemps. Il avait simplement mal calculé la personne à l'autre bout de l'un de ses arrangements. Vanessa a emménagé dans son propre appartement en mars. Petit, propre, dans un quartier qu'elle a choisi elle-même. Pas celui où elle avait vécu avec Marcus, pas la banlieue où j'avais imaginé qu'elle finirait par s'installer, mais une 3e option qu'elle avait identifiée seule. Et qu'elle m'avait présentée un soir au dîner avec la détermination tranquille de quelqu'un qui avait appris à grands frais la valeur de prendre ses propres décisions. J'aime ça, a-t-elle dit, me montrant des photos sur son téléphone. Il y a une cour intérieure, et la cuisine a une bonne lumière. Ça a l'air parfait, ai-je dit. Elle a emménagé un samedi. Je l'ai aidée à porter des cartons et n'ai pas offert d'opinion sur l'emplacement des meubles, sauf si elle me le demandait directement. 2 fois, elle a demandé. Les 2 fois, j'ai dit exactement ce que je pensais parce qu'elle avait également appris au même prix que l'opinion honnête d'une mère, donnée sur demande, et différente d'une opinion imposée sans invitation. Le soir, les pièces principales étaient arrangées. Nous avons commandé de la nourriture et nous nous sommes assis par terre parce que les chaises étaient encore empilées dans la chambre. Et nous avons parlé pendant 3 heures de choses qui n'avaient rien à voir avec Marcus, ni les tribunaux, ni les preuves. Nous avons parlé de sa galerie, d'un jeune artiste qu'elle suivait et dont elle voulait exposer le travail, d'un voyage qu'elle envisageait quelque part avec une côte et de longs dîners et aucun itinéraire particulier, de ce qui allait suivre. Quand je suis parti, elle m'a accompagné à la porte. Nous sommes restés un instant sur le seuil. Maman. Oui. Elle me regarda comme les adultes regardent leurs parents quand ils veulent dire quelque chose de vrai et n'ont pas encore trouvé la forme précise pour cela. Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt, a-t-elle dit, tout cela. J'ai réfléchi à la bonne réponse, pas la facile, pas celle conçue pour nous mettre toutes les deux à l'aise dans cette embrasure de porte. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Elle a accepté cela. Mais je comprends pourquoi tu ne l'as pas fait, ai-je poursuivi. Et comprendre pourquoi ne signifie pas que c'était juste. Cela signifie que tu es humaine, et moi aussi. Et nous irons bien quand même. Elle a souri. Le premier sourire que j'ai vu d'elle qui allait jusqu'au bout. Qui ne s'arrêtait pas en deçà de ses yeux. D'accord, a-t-elle dit. D'accord, ai-je acquiescé. 6 mois après le verdict, j'ai ouvert un petit bureau au 4e étage d'un immeuble que j'avais toujours aimé. Bonne lumière, couloir calme, une vue sur la ville qui me rappelait l'ancien emplacement de la firme sans limiter. La plaque sur la porte indique « Institut Hargrove pour la protection financière des aînés ». Une avocate, un enquêteur, Glenn, qui avait décidé que le conseil lui convenait mieux que le travail qu'il faisait.
Un réseau d'institutions financières qui avaient accepté de signaler les tentatives d'accès irrégulières directement à notre ligne d'admission. Une relation avec le bureau de Raymond Castillo pour les affaires qui relevaient du domaine criminel. Ce n'est pas la firme. Ce n'était jamais censé l'être. Mais le premier matin, assise à ce bureau, la lumière du matin entrant sous un angle que je n'avais pas prévu mais que je trouvais préférable, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas pu articuler clairement pendant les 3 années de retraite avant que tout cela ne commence. Le silence que j'avais choisi n'avait pas été une erreur. J'en avais eu besoin. Je l'avais mérité. Mais il existe un type de femme particulier, et j'en connais beaucoup, j'ai été proche d'elle toute ma vie professionnelle, qui ne disparaît pas dans le repos. Qui trouve que les compétences qu'elle a passé une vie à construire ne prennent pas gracieusement leur retraite. Qui regarde un monde encore plein des mêmes schémas qu'elle a navigué pendant 40 ans et comprend sans drame que s'en éloigner entièrement n'a jamais vraiment été une option. Je suis ce genre de femme. Marcus Delroy a supposé que les cheveux argentés, une propriété à la campagne et un deuxième acte tranquille signifiaient que je n'avais plus de tranchant. Il s'était trompé. J'avais simplement la patience de choisir enfin quand les utiliser. Vanessa m'a appelé un mardi matin, 3 semaines après l'ouverture du bureau. « Comment ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé les dossiers sur mon bureau, 3 nouvelles affaires, 2 renvois de Raymond, 1 d'Audrey. Chaque cas était une personne qui avait appelé un numéro sur une petite plaque à la porte du 4e étage parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui savait construire des choses qui tiennent. « Ça va ?» ai-je dit. Elle a ri. « La vraie. »« Bien » a-t-elle dit. « C'est bien. » Dehors, la ville faisait ce que les villes font, continue, indifférente, pleine de l'ordinaire et de l'extraordinaire se produisant simultanément pour des gens qui ne connaîtraient jamais leur nom. Pleine de femmes qui n'avaient pas encore fait l'appel qu'elles devaient faire. Pleine de plans construits par des gens qui croyaient que personne ne faisait assez attention. J'ai pris le premier dossier et j'ai recommencé à travailler.